Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Swipe. Aujourd'hui on reçoit Basile alias Basilou. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, Basile, entrepreneur? C'est ça, entrepreneur, TikToker, créateur de contenu, Instagrammeur, sportif. Et fondateur de la maison Curtos. Exactement. Bah du coup, tout simplement, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Donc, nom, prénom, âge et un petit peu ton parcours. Ça marche. Je m'appelle Basile Bedelec, j'ai 25 ans. J'habite actuellement près de Mulhouse en Alsace. J'ai eu un parcours assez classique, prépa, école de commerce. Ouais. J'ai travaillé un peu en France, un peu à l'étranger. D'accord. Mon école de commerce, c'était l'EDEC à Lille. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai un peu regardé École des hautes études commerciales. C'est ça. Et j'ai fait un parcours transcontinental où en fait j'ai aussi fait 6 mois en Corée du Sud. Et après j'ai fini mon master à Berkeley. Et j'ai fait des stages 6 mois en fonds d'investissement à Budapest et 6 mois en start-up à Delivery Hero à Berlin en Allemagne. Okay. Waouh. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Et j'ai directement en fait lancé Maison Curtos. Okay. Si vous êtes en Alsace, peut-être que vous connaissez déjà. Après avoir vécu à Budapest, j'ai découvert le produit là-bas et je me suis dit pourquoi pas le lancer en France directement après mes études en plein Covid. C'était une super idée. Génial. Moi aussi, j'ai découvert le produit là-bas, mais j'ai rien lancé du tout. Ah ouais, voilà. J'étais aussi à Budapest. C'est parce que t'as pour pas un osé. week-end. Ok, super. Et là maintenant, on a lancé ça du coup en juin 2020. On est principalement présent sur une offre événementielle et traiteur. Okay. On a aussi une offre de partenariat en fait, où on forme des gens, on leur vend du matériel et des ingrédients pour qu'eux-mêmes lancent leur business de Curtos. Ok, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que Concrètement, le Curtos? qu'est-ce que c'est un Curtos? Qu'est-ce Alors, que c'est, ouais. Pour faire très simple, le nom complet hongrois c'est Kurtos Kalacs. Ouais. Kurtos qui veut dire cylindre et Kalacs brioche. Et du coup, c'est une pâte briochée qu'on vient enrouler sur un cylindre, mettre à cuire au four. Ça va rester très moelleux comme de la brioche à l'intérieur et devenir croustillant à l'extérieur. Comme le sucre va caraméliser, ça va donner une texture vraiment croquante. Et on peut le décliner en salé et en sucré. Ce qui fonctionne super bien en salé en Alsace, c'est la version flamme, donc tarte flambée, le lardon, oignon et mental. Et en sucré, c'est la version cannelle, avec un petit nappage, pâte à tartiner en plus dessus. C'est vraiment très sympa. Et du coup, est-ce qu'à Budapest, ils font les déclinaisons aussi? Ou est-ce que c'est toi qui as importé ces déclinaisons, enfin qui a créé ces déclinaisons? À Budapest, le produit est vraiment sucré de base. Okay. C'est cannelle, noix, sucre, les parfums principaux. Et nous, on l'a décliné en plus en salé. Il faut savoir que là-bas, ils le mangent un peu comme nous, on mange des croissants ou des petits pains. C'est un peu à tous les coins de rue. Donc un Français ne va pas forcément manger un croissant avec du jambon et du beurre dedans, mais à l'étranger, on peut trouver ça, quoi. Ok. Intéressant. Alors, attendez, je prends une petite note. Capucine, si tu veux. Oui, et du coup, donc, si on peut revenir sur ton parcours, donc du coup, en Corée. C'est ça. En fait, j'ai eu la chance, à travers l'EDEC, de rentrer dans un parcours transcontinental et de faire un master, du coup, sur 3 continents différents. Une partie en France, 6 mois en Corée du Sud et 1 an à Berkeley. Donc, j'ai fait le 2e semestre de mon master 1 en Corée du Sud. Ok. Et comment c'était ? C'était très dépaysant. Du coup, au niveau culturel, c'est tellement différent de ce que nous, on peut avoir dans les pays occidentaux, que c'est vraiment très dépaysant. On découvre vraiment une nouvelle culture et des habitudes de vie totalement différentes. C'était super intéressant à découvrir. Maintenant, est-ce que j'irais vivre là-bas ? Pas forcément. Ok, ouais. Mais par contre, tu as voulu ramener quelque chose de Hongrie, mais de Corée. Il n'y a rien qui t'a frappé ou qui t'a manqué ici, du coup ? Si, mais je voyais moins de potentiel. Il y a déjà pas mal de cuisines asiatiques qui sont développées en France, donc... alors que le Curtos, c'était pas un produit qui était encore beaucoup développé, donc je me suis dit pourquoi pas tenter plutôt ce produit-là, quoi. Ok. Et à la base, quand je suis parti du coup de France pour aller en Corée du Sud, je voulais développer une chaîne de tartes flambées en Corée du Sud. Ah ouais. Mais en voyant le marché sur place, je me suis dit non, ça marchera pas assez. Ils sont pas fermés, mais il n'y avait pas la possibilité, tu penses, de créer quelque chose comme ça, d'importer en tout cas un concept comme ça là-bas. Ça aurait été compliqué en fait. Ouais. Il aurait fallu pas mal de temps et trouver les bons filons, les bons contacts. C'était plus compliqué que de faire l'inverse en fait. Et à Berkeley, du coup, comment c'était ? À Berkeley, j'ai vraiment adoré. J'ai fait mon master 2 là-bas du coup, après mon année de césure. J'ai passé 1 an, c'est du coup en face de San Francisco, dans la Silicon Valley. Et comme je suis assez dans l'esprit start-up, entrepreneur, venture capital, j'ai vraiment adoré. Et en fait, je travaillais encore pour le fonds d'investissement dans lequel j'étais à Budapest. Et du coup, j'avais des entrées à certaines conférences assez facilement. Et je sourçais encore des deals
pour le fonds d'investissement quand j'étais à Berkeley en fait. Et j'ai vraiment adoré. Là-bas, je pense que j'ai jamais autant travaillé parce que du coup, j'étais à Berkeley, je devais travailler pour les cours. J'étais aussi dans une troupe de théâtre. J'ai joué dans une pièce de Shakespeare en anglais, vieil anglais. C'était assez challengeant. Je faisais du sport et je commençais déjà à travailler pas mal sur Maison Curtos. Et je m'étais aussi lancé le défi de faire mon CAP pâtissier. Du coup, il fallait que je m'entraîne. Tout en même temps. Voilà, c'est ça. Si tu veux, d'accord. Quand je disais que je travaillais entre 6h et 23h minuit, c'était à peu près ça. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Dites-moi. Quand tu as du temps, il faut le compléter. Okay. Et du coup, où tu trouvais la motivation, justement? Enfin, quelles étaient tes motivations J'ai toujours eu, et même actuellement, j'ai besoin et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Je ne peux pas me permettre de ne rien faire ou d'avoir du temps libre, en fait, je ne connais pas. Tout à fait. Et du coup, tu as toujours eu ce truc de vouloir devenir entrepreneur et de vouloir créer une entreprise? J'ai toujours été, c'est ça, dans la création, de devenir entrepreneur. Quand j'étais petit, il y avait des petites choses qui me faisaient aller vers cette voie-là. Okay. J'essayais, ma mère, elle m'a encore raconté une anecdote la dernière fois. Je récupérais en fait des rouleaux de papier toilette ou des rouleaux de sopalin et moi je les peignais et après j'ai gardé en stock et je disais à ma mère je peux les revendre, non, ça vaut moins 50 centimes, 1 euro. Je me disais tu peux essayer, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui les achètent. Du coup j'avais un stock et c'est mignon. Ouais, c'est vrai. C'est mignon, ouais. Et mais j'ai toujours voulu être dans la création surtout. Ok. Et du coup, tu voulais... Juste parce que moi, ça me plaît beaucoup ce que tu as pu vivre aux États-Unis. Du coup, tu n'as pas eu envie d'y rester? Est-ce que tu as pu visiter plusieurs startups, plusieurs grosses entreprises à San Francisco? Alors, à la base, pour répondre à la question d'y rester, j'ai toujours envie d'y retourner et je voulais y rester. Sauf que dans ma tête, j'avais prévu de lancer Maison Curtos et j'avais construit tout le lancement sur la France. Du coup, je ne pouvais pas rester sur place. Sinon, je devais tout réorganiser. À l'époque, je ne voulais pas. Et en plus, après, avec le Covid qui arrivait, c'était plus simple de rentrer, entre guillemets, et de le faire en France. Parce que les coûts de structure auraient été beaucoup trop importants aux États-Unis. Pour le lancer éventuellement aux États-Unis. Ok, ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Parce que là-bas, les loyers, c'est 5 ou 6 fois ce qu'on a chez nous. Et c'est vraiment pas pareil. Et sans compter les ingrédients. Dans l'alimentaire, là-bas, c'est plus compliqué de trouver du beurre ou des choses comme ça qu'en France, par exemple. Mais j'ai toujours en projet d'aller vivre là-bas pendant un certain temps de ma vie. Parce que j'ai vraiment adoré l'état d'esprit et ça me manque parfois. L'état d'esprit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît justement? Moi, je suis curieux. J'ai adoré en fait leur état d'esprit en général, donc ça va être tout ce qui est optimiste et l'esprit d'entreprise. Ouais. Tu peux rencontrer par exemple ton chauffeur Uber et en fait le chauffeur Uber, ça se trouve, il a une entreprise qui fait 10 ou 20 millions derrière, mais il est juste chauffeur pour rencontrer des gens. Il fait ça 2 ou 3 heures par semaine, mais juste pour rencontrer des gens. Et comme ça, parfois tu rencontres des gens et c'est assez incroyable, quoi. Et puis ils sont plus, effectivement, l'esprit d'entreprendre, la réussite est aussi vue différemment, je trouve, du côté la réussite est plus valorisée, même la défaite, entre guillemets, est plus valorisée, parce qu'on va donner sa chance plus facilement à quelqu'un qui a déjà connu l'échec, parce qu'il sait s'en relever, alors qu'en France, c'est pas forcément le cas. C'est en train de changer, mais ça prend du temps, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, tu as visité aussi un peu, ou tu es resté sur la côte ouest ou... Je suis resté sur la côte ouest. Je devais à un moment faire un road trip, mais avec le Covid, ça s'est annulé, en fait. Je devais le faire à la fin de mes études, du coup, en mai-juin. Ouais, et du coup, c'était à quelle période? Oui, pour revenir, pardon. J'y étais en 2019-2020. Oui, donc période du coup, moi, Covid. j'y suis allé en août 2019 et je suis revenu en mai 2020. Et j'étais censé faire un road trip en mai-juin 2020. Et là, il y avait le Covid, ok. Et du coup, j'ai vécu une partie du Covid aux États-Unis. Sachant que c'était beaucoup plus tranquille parce que le confinement, nous, on ne l'a pas connu là-bas. C'était assez tranquille. Du coup, je n'étais pas forcément forcé à rentrer en mars-avril. Je me disais, bon, oui, c'était moins strict. C'était moins restrictif. Ouais. Okay. Et les gens respectaient plus naturellement ce qu'on leur disait. Du coup, lancé pendant le Covid. Et comme Mehdi lancé pendant le Covid. Ouais, comme disait Mehdi, pourquoi faire. Ouais, en plus. compliqué. Là, c'est ouf. J'aurais pu changer, j'aurais pu décaler, mais non, je me suis dit, il faut tenter. Un challenge on a en changé plus. tout le business model qu'on avait de base parce qu'on ne pouvait rien faire. Et donc, comment tu as lancé ça pendant le Covid? Qu'est-ce que ça a donné du coup À la base, on devait se lancer sur les Eurocannes de Belfort en juillet 2020 et la foire au vin de Colmar. Les 2 événements forcément annulés. Du coup, nous, on s'est dit, on va essayer de changer un peu et on voulait faire un peu de la vente à emporter, tout même si le produit s'y prêtait pas forcément à la base. Et on a du coup acheté un food truck et on a commencé à faire un peu de vente à emporter livraison. Et on a été rapidement contacté par des marchés producteurs qui voulaient nous proposer de venir.
Et du coup, on a commencé à faire des petits marchés. C'est comme ça qu'on a développé ce business model de marchés locaux. Et vous êtes combien actuellement? Maison Curtos, on est 3. J'ai 3 employés plus moi. Okay. Et sur les gros événements, avec, comme les marchés de Noël, on peut monter à une dizaine de personnes. Okay. En 2 ans? En 2 ans, oui. Sachant qu'on a changé de business model tous les 6 mois. Ok. À cause du Covid principalement. Parce que là, on avait les marchés au début qui fonctionnaient très bien. Après, quand le Covid s'est, on va dire, estompé ou terminé, on a vu une grosse baisse de fréquentation sur les marchés. Et pas que nous, les autres producteurs, les maraîchers, les fromagers, tout ça, pareil. Donc, du coup, après, on a switché plutôt, on a repris une optique plutôt événementielle et on a ouvert le kiosque à Mulhouse. Sauf que le kiosque ne fonctionnait pas, du coup, on a aussi fermé. Et là, maintenant, on axe vraiment sur l'événementiel et notre offre de partenariat que j'évoquais au début. Ok. Bah ouais, on reviendra sur et tout du ça. coup, on en parlait avec Capucine avant l'émission. Il n'y a pas de projet d'avoir une maison permanente au centre-ville de Mulhouse, une boutique? Du coup, non, pas en tout cas à Mulhouse, c'est pas le projet. Ok. Parce que. Ou même ailleurs. Hein. Non, à Mulhouse, non, c'est sûr que non. Et on avait pensé éventuellement à Strasbourg, mais on ne pense pas que ça se fera. Ok, et pourquoi ça se ferait pas? Mais on est d'accord, il y a eu quelque chose. Le kiosque a été, la cabane. On a eu la cabane à Mulhouse de décembre 2021 et on l'a fermée en septembre 2022 parce qu'on n'avait simplement pas assez de chiffre d'affaires. En gros, par jour, on perdait 100 €. Ah, du coup, c'est quand même assez conséquent. Et nous, on devait le rattraper sur une autre partie de notre business, du coup, principalement les événements. Mais du coup, on dégageait 0 marge et on arrivait à peine à rattraper, quoi. Donc, c'est pas intéressant. C'était plus un poids qu'un quelque chose qui te poussait. Ça devenait un poids, Au début, ça avait bien démarré. Et après, le volume n'était pas assez conséquent pour la garder, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, si on peut parler aussi un peu des échecs ou des choses qui n'ont pas fonctionné pour éventuellement les autres personnes qui voudraient se lancer, qu'est-ce qui pour toi n'a pas fonctionné sur la cabane? Sur la cabane, nous, après, je pense que c'est principalement propre à l'emplacement aussi, parce qu'on était sur un emplacement où nous, on était ouvert uniquement de 11h à 19h. Si certains avaient une offre du repas du soir, ils peuvent compléter ça pour leur chiffre d'affaires. Nous, on a à la base un produit qui fonctionne bien sur le goûter, donc on est forcément ouvert l'après-midi, on n'a pas de coupure pour concentrer nos efforts, on va dire, sur le midi et le soir. Et je pense que Mulhouse, ça reste une ville de taille moyenne, et on n'avait pas l'emplacement le plus central sur la place de la Réunion, pour ceux qui connaissent. On était quand même un peu excentré, même si le kiosque était très bien placé. Sur le chemin de la gare, à côté d'un arrêt de tram, il y avait d'autres chaînes autour. Mais ouais. Donc à République, pour à ceux République, qui ne sauraient pas... Place de la République, il était. Et c'était principalement ça, je pense. Ok, ben ouais, et donc après, vous avez encore une fois su rebondir. Et là, on a encore rebondi, on s'est axé principalement sur une offre événementielle. Et en plus, maintenant, on développe une offre de partenariat où on forme des gens, on leur vend du matériel et des ingrédients pour qu'eux-mêmes lancent leur business de Curtos ou bien complètent leur gamme. Là, on a pas mal de glaciers qui nous contactent justement pour compléter leur gamme, principalement en hiver, parce qu'ils ont travaillé moins. C'est clair. Donc, ça me fait penser à Julien. Ouais, je pensais à ça aussi pour les glaces. Ouais. On connaît quelqu'un qui a ouvert un glacier à Tannes. Okay. Et justement, c'est vrai, qu'est-ce que font les glaciers en hiver? Donc là, ils ont eu un peu de chance, un peu de répit jusqu'au premier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Ils travaillent moins. On a géré moins 5-6 qui nous ont contactés déjà pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, si on pouvait les aider, proposer autre chose, quoi. Okay. Il faudra envoyer cette petite capsule vidéo à Julien et lui donner son contact. Mais oui, et puis en plus, ça reste effectivement la vallée de Tannes et il y a potentiellement aussi... bravo, Capucine. Est-ce que quelqu'un peut y aller? Nous interrompons cette émission. Urgence. Je dois avouer que je viens de m'acheter un 2e téléphone. Pourquoi tu vends la drogue? Ouais. Du coup, j'avais oublié que mon autre avait aussi une alarme. C'est pas un burner. Toutes mes excuses. C'est pour le côté obscur de mon activité. Exactement, la de téléphone. Ok. Et du coup, quand tu parles de vendre, c'est quoi, tu m'as dit des formations, du matériel, est-ce que c'est en rapport avec le fait de franchiser ou pas? Alors, on a pensé à la franchise à un moment. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait lancé une chaîne TikTok à la base. D'accord. Sauf qu'en refaisant les calculs et en posant ça sur un Excel proprement, c'est pas rentable pour nous de franchiser, en fait. Ok. Parce que si vous voulez, un établissement, on va dire, il peut générer, on va dire, autour de 250 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Nous, on prend forcément une commission dessus ou des royalties. On peut aussi vendre des ingrédients. Sauf qu'on aura les mêmes coûts de structure, c'est-à-dire un animateur de réseau, des gens qui vont s'en occuper, des gens qui vont former de base,
pour générer du coup un pourcentage sur le chiffre d'affaires autour de 300 000. À côté, il y a des chaînes qui ont les mêmes coûts de structure, mais qui vont générer un chiffre d'affaires entre 800 000 et 1 million d'euros par point de vente. Et du coup, ça crée forcément un déséquilibre, parce que le salaire de l'animateur de réseau, il est le même chez nous, il est le même là-bas. Sauf qu'ils vont gagner plus d'argent. Donc, alors que là, par rapport du coup à l'offre de ce qui est possible, c'est ça. Parce que nous, du Curtos, quoi. Voilà, nous, on ne pense pas que forcément que le point de vente arrivera à générer, s'il fait 500 000, c'est vraiment énorme, mais on ne pense pas qu'il puisse y arriver, quoi. Donc, on tablait sur 300 000 pour être raisonnable. Ok, 300 000 pour un point de vente. C'est ça. Et donc l'option qui a été choisie, c'est vraiment d'accompagner en termes de matériel, de formation. C'est ça, de matériel, de formation et des ingrédients ensuite. Là, on vend actuellement de la pâte en surgelé ou d'autres ingrédients, du praliné, de la coco, des choses comme ça, qu'on conditionne et qu'on vend à nos partenaires pour les accompagner et qu'eux lancent leur business, quoi. Donc c'est un partenariat. C'est ça, c'est plus un partenariat. C'est pas une franchise parce qu'il n'y a pas de contrat de franchise. Ils n'ont aucune obligation, entre guillemets, de se fournir chez nous. C'est juste que nous, on est la référence en France sur le Curtos parce qu'on est bien référencé, parce qu'on a une assez bonne communication. Et du coup, naturellement, les gens viennent chez nous. Et on est les seuls actuellement à proposer ce produit. Ouais, j'allais dire, il y en a d'autres en France ou pas ? Qui ont une offre de formation de matériel ingrédient ? Non, on est les seuls. Il y en a d'autres qui revendent du matériel qu'ils achètent en Chine ou en Pologne, mais nous, on est les seuls à avoir vraiment un package complet, en fait. Okay, top. Et à intervenir sur toute la chaîne. Magnifique. Ça pète. Hein. Là, la première partenaire qu'on avait, c'était une dame, une Roumaine, qui avait une épicerie roumaine à la base, et ça ne fonctionnait pas du tout. Et du coup, là, elle voulait transformer, elle s'est dit pourquoi pas faire du Curtos. Et du coup, on l'a accompagnée dans son projet de transformation. Et elle a transformé du coup sa boutique à Bourges d'une épicerie roumaine à une boutique qui vend du Curtos maintenant. Et elle se porte mieux ? Elle est beaucoup plus contente, oui. Ok, super. Elle dit oui, ça marche beaucoup mieux, je suis contente. Et elle revit un peu parce que du coup, elle gagne aussi plus d'argent. Donc, et il y a d'autres personnes comme ça en France ? Vous accompagnez où Aujourd'hui, on a aussi signé un hôtel près de Disneyland. C'est une chaîne d'hôtels et on a un hôtel qui a 400 chambres. Et ils voulaient un concept un peu particulier. Excellent. Où ils avaient une restauration à base de cuisson à la broche. Du coup, pour le plat, ils avaient une rôtisserie. Et forcément, pour le Curtos, on avait, pour le dessert, on avait du Curtos avec une cuisson à la broche. Ah ouais, super. Ok. Moi, j'aurais voulu connaître si tu as une petite anecdote sur ta première reproduction de Curtos. C'est-à-dire quand tu es revenu, t'as forcément, tu l'as refait, ce Curtos. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ? Est-ce que ça a tout de suite marché ? T'as réussi à reproduire ce que tu voulais exactement ? Combien de fois ? Est-ce que tu as dû t'y reprendre, ajouter des... Alors, je sais pas. À la base, quand j'étais à Budapest, donc c'était entre juin 2018 et décembre 2018, j'avais pas du tout pensé à lancer un business de Curtos. J'ai vraiment pensé en revenant en France après. J'y avais pensé, mais je m'étais jamais dit je vais le faire. Parce que c'était pas mon objectif ou quoi. C'était juste en revenant en France, je me suis dit, quand même quelque chose à faire, allez, on va tenter. Du coup, par hasard, à Noël, en décembre 2018, je vais voir sur Le Bon Coin s'il n'y a pas un truc qui traîne. Tiens, je tombe sur un seul four à Curtos. Il y en a juste un qui est à revendre d'occasion. Je fais, bon, go, on va tenter, j'envoie un message. Et du coup, je c'est le 27 ou le 28 décembre avec ma mère, on va le chercher à Valenciennes. On fait l'aller-retour dans la journée. Et on récupère un four assez traditionnel parce que c'était un four en fonte que eux-mêmes, les anciens propriétaires, l'avaient fait faire par un forgeron. Du coup, c'était un vrai four quali, quoi. Et du coup, j'avais un four à Curtos sous les mains. Et du coup, j'étais pas spécialement pressé de faire des Curtos, mais quand tu as un four à Curtos sous les mains, tu fais bon, moi je vais tester, quoi. Oui. Du coup, 2 jours après, je me suis mis à faire des tests de pâtes. Et après, j'ai fait mon premier Curtos. Et il était réussi. Ça va. La première fois, quand tu n'as pas de technique, tu n'as pas eu de formation, même si tu as vu beaucoup de gens rouler, tu ne sais pas du tout faire. Aujourd'hui, maintenant, nous, on arrive à former les gens rapidement parce qu'on a des petites astuces, des petites techniques. Mais quand tu n'as rien du tout, tu galères un peu. Et surtout que tu n'as pas forcément la bonne recette de pâte non plus à la base. Du coup, ta pâte, elle colle ou elle n'est pas élastique. C'était un peu galère, mais ils tenaient sur le cylindre, ils ont cuit, on les a mangés. Et ils étaient bons. Voilà, ça va, parfait. Voilà. Après, en vrai, en pâtisserie, même en cuisine, quand tu mélanges des trucs à peu près correctement, ça peut pas être... Pas bon. Si tu mets pas trop de sel ou trop... Mais c'est vrai, En tout cas, c'est une belle histoire. C'est rigolo. Une belle anecdote, c'est drôle. Le déclic, quand est-ce que tu t'es dit, à quel moment... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, punaise, il faut que je lance un business là-dedans Oui, parce que tu as pu avoir le four et puis t'en servir. En fait, après le four, du coup, on s'en est servi. Moi, j'ai fait les tests décembre 2018, janvier 2019. J'ai encore fait quelques tests de pâtes, de recettes. J'ai fait goûter à des proches. Et je me suis posé des questions pendant tout le mois de janvier 2019, si je voulais lancer ou pas. Et je me suis donné tout le mois de janvier pour décider. Et début février, je me suis dit, OK, je lance.
Et je lance, du coup, on était en février 2019. Je voulais finir mes études. Donc en plein confinement. Non, pas du tout. Ça, c'était avant, février 2019. Et donc, c'était en mars. Non, un an avant. Un an avant ouais. Ah, c'est en 2018 c'était mars 2020. qu'on était... Non, c'était mars 2020. Le confinement. Moi, je suis complètement perdue. D'accord, ok. C'était quand, 2020, le confinement? Ouais, mars 2020, il y a 2 ans et demi. Ok, je m'excuse. Et du coup, moi, en gros, c'était un an avant. Et j'avais encore 1 an et demi d'études. Je devais encore faire un 2e stage où je partais à Berlin et 1 an à Berkeley. Du coup, en gros, j'avais 1 an et demi pour penser le projet avant de le lancer. Ah oui, ok. Et du coup, là, je me suis dit, ok, on est en février 2019, j'ai 1 an et demi pour penser le projet, j'ai le temps, mais je sais que je vais faire ça à la fin de mes études. Ouais, mais du coup, il faut quand même avoir la motivation et de se dire, eh ben, je garde l'idée et je prépare tout ça, quoi. Parce qu'on a quand même, quand on est jeune, on a souvent tendance à faire en sorte que demain, il faut que tout soit fait. Et que ça fait des plans sur la comète. Après, j'avais quand même un cursus où j'allais à Berkeley pendant 1 an. Et quand je suis entrepreneur et était une startup, je me dis, bon, je vais peut-être pas cramer cette possibilité pour vendre des brioches, entre guillemets. C'est pas méchant, mais... Non, mais c'est vrai qu'il fallait rester focus et motivé pour le lancer quand tu revenais, c'est clair. Et en fait, moi, ça me donnait le temps de le faire tranquillement. Parce que je connaissais rien. Je n'avais jamais lancé un truc comme ça à la base. Du coup, tu as tout appris sur le tas. J'ai tout appris sur le tas, ouais. Bon, après, avec une école de commerce, on a quand même des très bonnes bases pour beaucoup de choses. Oui, c'est sûr. Mais tout ce qui est pâtisserie, restauration, je connaissais rien du tout. Les normes, les machins. Si tu connais rien, tu apprends ça en plus du reste. Hein. Et pour revenir du coup à la recette, on a fait une 30aine de tests au total pour arriver à notre recette de pâte actuelle. Ok. Et vous êtes encore en train de voir pour l'améliorer ou... Pour le moment, non, elle nous convient très bien. Okay. Donc on ne veut pas forcément l'améliorer. On aimerait bien trouver éventuellement une alternative sans gluten. Ok. Voilà. C'est de mes questions. Justement, je vois la question de Capucine sur nos chaînes. Une recette végétarienne et sans gluten. Et elle a même rajouté avec du CBD. Pourquoi pas? Ça se fait beaucoup. Non, mais ça se fait beaucoup. Parce qu'on a une pâte, la pâte est végétale. À la base, on travaillait avec une pâte. Les premiers tests, c'était du beurre, du lait et des œufs. Très rapidement, on est passé à une pâte végétale. Donc sans produits d'origine animale, pas de lait, pas de beurre, pas d'œufs. Donc ça, c'est pour tous les curstos. Maintenant, c'est sans. Ok, super. Depuis le début, on a toujours travaillé avec une pâte végétale. Après, sur les salés où on a de l'emmental ou des lardons, forcément, ce ne sera pas végétal. Ça s'appelle la pâte végétale. Le sans gluten, c'est compliqué parce que le gluten, c'est ce qui donne de l'élasticité à la pâte et c'est ce qui nous permet de le rouler facilement sur le curtos, sur le cylindre. On avait déjà fait des tests sans ou avec d'autres farines, mais c'était vraiment trop compliqué. Et après, faut aller former des gens pour leur dire tiens, roule, mais c'est compliqué, ton process n'est pas fluide, donc on a laissé tomber. Et pour le CBD, on travaille en fait avec Chanvril, qui a relancé la culture du chanvre en Alsace, et toutes nos bases de tartines sont avec des graines de chanvre en fait. Raison de plus pour aller goûter. D'accord, ok. Mais oui, parce qu'en plus, c'est vraiment des sujets d'actualité, quoi, hein, que ce soit le gluten, enfin sans gluten, le CBD qui devient plus ou moins légal et plus ou moins... Bon, on avait essayé avec les graines de chanvre et la farine de chanvre aussi, mais la farine de chanvre, elle donnait quand même un goût assez important à la pâte après, et ça compromettait un peu l'élasticité aussi, donc... c'était compliqué de le faire à l'échelle. Maintenant, sur un mariage ou quoi, on peut le proposer, mais en fixe, s'il y a une demande en événementiel, voilà. Tu peux t'adapter. C'est comme sur les mariages, on a le curtos du Love. En fait, c'est une pâte rose avec une garniture fraise et framboise. C'est marrant, ça. Excellent. Et du coup, ça donne un goût un peu fraise, un peu fruité, sympa. Super. Et les gens aiment beaucoup sur un mariage, quoi. Et c'est cylindrique. C'était la vanne nulle. C'était une vanne un peu vaseuse. On la coupera celle-là. J'ai pas suivi, je n'ai pas compris. Pas grave. Sinon, pour rebondir, je disais avant, pour les tests, le barbecue qu'on avait, en fait, on s'en est servi uniquement pour faire des tests. Dès qu'on a commencé à vendre, on avait un autre matériel. Parce que comme c'était un barbecue, on va dire traditionnel, avec une cuisson au charbon, le charbon à gérer, c'est hyper galère et hyper compliqué. Donc, on a laissé tomber. On est passé sur de l'électrique et du gaz. Donc aujourd'hui, on l'a plus, on l'a vendu il y a 1 mois à peu près, le four, à quelqu'un qui veut aussi se lancer près de Pau. Ok. Et du coup, il y a des fournisseurs spécialisés, j'imagine, pour... Ouais, il n'y en a pas beaucoup encore dans le monde. On va dire, on a 3 régions à peu près. On a la moins bonne qualité, c'est ce qui va venir de Chine, sur Alibaba. Ça, je le déconseille totalement. Donc votre curtos, il va pas trop bien cuire. Regardez-moi. Je fais un tour de table. Et les deuxièmes, après, en qualité, on a tout ce qui vient de Pologne, on va dire. Ouais.
la qualité est correcte. Et après, on va avoir des fours qui viennent de Hongrie et qui sont soit revendus par des Hongrois directement ou par un fournisseur que nous, on a en Allemagne, justement. Ça, c'est des produits qui sont d'assez bonne qualité. Ils ne sont pas au top du top parce que nous, on leur trouve encore quelques défauts, mais c'est les meilleurs sur le marché actuellement. Donc, et je pense qu'il y aurait un marché éventuel à faire des machines à Kurtos. Sachant que nous, on avait pensé éventuellement à faire, en fait, développer une offre en B2C pour, en fait, vous voyez là, un appareil à raclette. Mais imaginez chez vous, vous avez un appareil à Kurtos. Pour faire des mini Kurtos comme ça, et vous pouvez vous amuser en famille à faire des mini Kurtos, plein de saveurs différentes et tout ça. Avec le principe de la cuisson à la poêle. Ça doit être bien. Mais c'était compliqué de motiver un industriel pour nous suivre sur un tel projet. Parce qu'il n'y a pas de garantie de volume, le produit n'est pas assez connu. Et c'était très dangereux de se lancer là-dedans, pour le moment. Peut-être un futur challenge pour toi. Voilà. Et toi, ton préféré, c'est quoi? C'est lequel? Quelle recette de Kurtos? En termes de sucré, c'est le sucre cannelle, la base, classique. Et après, en salé, j'aime beaucoup le Comté Pavot. Le Comté Pavot. Comté Pavot, ok. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu en manges encore? Là, à midi, j'ai mangé un flamme. Voilà. Mais j'en mange moins et je prends beaucoup moins de plaisir qu'au début. Ouais, bien sûr, je m'en doute. Mais après, c'est dommage. Hein, mais... Après, il y a la diète aussi. T'es sportif Ouais, mais j'ai fait les fiches nutritionnelles et c'est un produit d'assez bonne qualité. Ok. Surtout si on fait du sport, c'est assez riche en glucides et en protéines. Comme on travaille avec une farine qui est riche en protéines en fait. Ok. Non, mais là tu l'as mis bien là. Là, je vois sa tête. Après, en fait, tu vois, si tu mets pas du sucre plein de nappage, pâte à tartiner ou plein de sauce et tout ça, c'est bon, ça passe. En plus, après, si je te mets de la farine de chanvre et des graines de chanvre, niveau protéines, tu es à 100% de ta journée. Hein. Justement, il cherchait quelque chose. Oui, il cherchait. Ouais, on en a parlé avant. Ok. Allez. Ok. Bah, du coup, sportif. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de tes activités. Ok. J'ai eu, on va appeler ça 2 carrières. J'ai fait de la natation pendant 15 ans, en faisant un petit switch 2 ans sur du water polo aussi, à Mulhouse, au Mon. Les gens de la région connaissent. C'est un assez bon club. Et après, j'ai arrêté en fait au moment où on était censé passer au pôle pour vraiment s'entraîner 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, parce que je ne me voyais pas prendre ces engagements-là. Je voyais des gens qui venaient nager et après ils allaient en cours, mais ils dormaient à moitié en cours parce qu'ils étaient éclatés. Donc, après, c'est là où j'ai fait la transition pour passer de la natation à l'athlétisme. Ok. Et je fais de l'athlé maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Et maintenant, je suis principalement axé sur le 400 mètres haies. Et cette année, j'ai envie un peu de changer parce que j'ai commencé la course d'obstacles. Okay. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est Spartan, Mud Race et tout ça. Ouais, si, bien. Je me suis lancé là-dedans pour la saison 2023. J'ai testé une première édition en octobre, début octobre à Saint-Raphaël. Et là, du coup, je me prépare. C'est Reebok qui fait les Spartan Race, je crois. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'ils ont un gros partenaire en équipementier, mais... Enfin, ils font les Spartan Race. Les Spartan Race, je crois, ont été créés par Reebok, je crois, de base. Ok, après, je sais pas trop. La course, j'ai eu là-bas, donc il y a STC Nutrition. C'est pas du tout un placement de produit, mais je l'ai eu là-bas. Ok, voilà. C'est... Et c'est un concept français ou mondial? Je crois que c'est américain, parce que c'est mondial. Là, il y avait les championnats du monde le week-end dernier. Finir recouvert de boue. Il y a un Français qui est alsacien d'ailleurs, qui a fini 3e. Je ne sais pas si vous voulez l'inviter. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Carrément. Après, moi, je vois pas du tout de quoi on parle, mais ouais. Dis-nous en gros, moi, ce que j'ai fait début octobre, c'est une course de 5 km où tu as 20 obstacles. Oh ouais. Le premier, c'est une rambarde de peut-être 2 mètres de haut. Ok. Tu dois passer. Après, tu dois ramper par terre dans le sable. Sauf que toi, tu as des barbelés. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est l'armée. Ouais. Et après, en fait, tu devais ramper une deuxième fois, sauf que tu avais du sable et en plus des cailloux. Donc, va ramper dans des cailloux avec des barbelés au-dessus. Ils appellent ça les Moody Run aussi. Il y a plusieurs appellations. Il y a plein de concepts différents. Ouais. C'est un truc de fou, ça. Ouais, c'est vraiment... Ouais, et c'est assez dur. Après, ils en font même un petit peu en décalé où les gens viennent déguisés et tout. Je sais pas si c'est exactement la même chose, mais je sais qu'il y a... Là, c'était plus sérieux quand même, mais ouais, il y a des éditions. Il y a des éditions comme ça. Pour les entreprises et tout ça. Et du coup, tu participes à ce genre de... Là, j'en ai fait une pour tester en fait début octobre. Et t'arrivais combien? J'ai fait 64 sur 1200, je crois. Ah oui, c'est pas dégueu. Bon cardio. Franchement, le truc, c'est qu'à la fin, les obstacles sont pas durs en soi, mais l'enchaînement fait qu'à la fin, ils deviennent très durs. Ouais. Surtout au niveau des épaules, j'avais pas assez de résistance. Donc c'est devenu vraiment c'est devenu une vraie discipline, quoi. Ouais, je pense. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment bien. Putain, c'est un truc de fou. Nous, je pense qu'on fait pas le premier. C'est un mélange entre trail et crossfit. J'avais essayé une édition comme ça, c'était à La Plagne. C'était déjà il y a 3-4 ans, c'était la Yeti Race. Okay.
Et pareil, c'était course d'obstacles dans la neige, on devait couper des rondins de bois, ensuite on devait monter des haies, des trucs, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Tu me dis pourquoi tu fais ça parfois. Ouais, mais là, je me pose la question, pourquoi? Non, mais Il faudrait qu'on mette ça des apporte images un côté, d'illustration, en fait. Ouais, mais on va en mettre, Ouais, je pense. ouais. Comme ça, les gens, ils se projettent et ils réalisent pourquoi. Ouais. Ah non, je pense que la réponse du pourquoi ils Après, il y a l'auront pas, surtout, mais... tu peux le faire en duo aussi. Enfin, je sais qu'il y a des éditions en duo. Non, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient en groupe d'amis, et Ouais. les gens s'entraidaient et tout ça, du coup c'était vraiment sympa. Et Ouais, c'est ça un, peut c'est être un stylé. esprit différent que Ouais. j'avais trouvé sur les compétitions d'athlètes ou d'autres sports. Mm. Il y a vraiment beaucoup d'entraide et une grosse... Il y a une un gros histoire de esprit pénalité collaboratif. aussi, non, par rapport à certains Ouais, en gros, si obstacles. tu ne fais pas un obstacle, tu dois faire 30 burpees pour pouvoir continuer à avancer. Ah, ok. Et 30 burpees, c'est dur quand tu dois courir encore 5-10 km derrière dans les cuisses, tu le sens. D'accord. Et du coup, avec tout ça, moi, je me pose la question. Truc de fou. C'est-à-dire, tu es entrepreneur, à côté, tu fais du sport. Comment tu gères tout ça? Qu'est-ce que c'est ta routine, en fait? Exactement, c'est quoi ta morning routine? La question, quelle est ta morning routine? Alors, je n'ai pas de morning routine, j'ai pas de routine, j'ai juste des priorités dans mes journées ou dans mes semaines. Je sais que je fais du sport 5 fois par semaine. Et je dois caser 5 séances de sport par semaine, c'est tout. De combien de temps? On va dire 2 heures à peu 2 près. heures. Ouais, Sachant ça fait quand qu'après- même un sacré. Entre 1h30 et 2 heures. Mais Ouais. sachant qu'après, tu comptes le temps de transport, le temps de te doucher, laver et tout ça, mais tu comptes 3 heures à peu près pour. Toujours aux mêmes horaires ou peu importe Justement, là, j'adapte mes horaires de sport en fonction de mes autres activités. Ouais. Du coup, plutôt le soir, je pense, non? Ou le. En gros, plutôt le matin, le Ouais. midi ou le soir. Ok. Mais entre 9h et midi et 14h et 17h, il y a tellement d'autres choses à faire parce que les autres gens travaillent. Bien Du sûr. coup, tu Ouais. dois être disponible pour eux. Ouais. Donc, tu n'as pas le temps d'être Bah oui, c'est disponible pour ça. toi. Ouais. Ok. Bah, nous, on y va plutôt le soir, en vrai. Ouais. Et des C'est fois, vrai. bah, ça dépend aussi de Moi, nous, personnellement, on Vous organise. faites quoi, souvent- salle ou... Ouais, de la salle ou de la course à Course pied, à pied, personnellement. On fait bah, ça, et puis il fait beaucoup de danse classique aussi, Alexandre. Non, c'est pas vrai. T'assumes Ah. pas? Non, Bah, mais je tu pourrais, fais ouais. combien? 4 séances? Moi, ben là, ça dépend. En fait, j'ai beaucoup changé de méthode d'entraînement, mais là, je fais 4 séances en salle. Parce que depuis qu'il m'a tiré à la salle, je vais à la salle. Et j'essaye de caler des séances de course à pied dans la semaine, 1 ou 2. Bah, moi, j'ai Voilà. commencé le sport que à cause de lui. Sachant que c'est pas compatible parce que tu vas à la salle, tu t'alourdis. Et en fait, je suis dans un entre-deux où Mais je suis ça partagé dépend entre la pourquoi tu course à pied. t'entraînes. Oui, voilà. Ouais. Mais je suis dans cet entre-deux où j'ai envie de grossir et de prendre. Et en même temps, j'adore la course à pied, aller en montagne et tout. Et Ouais, je ça- sais pas. Ça le vénère, le fait qu'il Ouais, prend du ça muscle, m'énerve. Et quand il va courir, et ben, Et je il est trop lourd. Ah oui. je suis lourd et du Parce que coup. moi, je travaille pas du tout en charge lourde en fait. Ouais. Je fais un peu de sprint, donc j'ai besoin quand même de Tout charge à lourde, fait. mais pas trop. Et Ah ouais. justement, je veux pas gonfler, c'est pas le but. Moi, j'aime les Lui, deux, c'est du pas coup, mal. c'est compliqué et ça fait que je Je suis cherche. moyen partout. C'est vrai que c'est pas logique vu comme ça, mais Et tu peux manger des curstos aussi. Du des coup, maintenant. curtos, ouais. Après, justement, l'avantage quand tu fais beaucoup de sport, c'est que tu peux te permettre de manger un peu plus C'est ça. ce que tu veux. Quoi. Mm, Enfin, pas ce que mm. tu veux, mais Ouais, ouais. de manière, de quantité plus Ah, importante. C'est vrai moi, qu'il je faut mange adapter n'importe quoi. son entraînement à ses objectifs. Big up à mon papa qui me dit tout le temps ça. C'est mignon. Bisous, Alain. Et du coup, donc effectivement, le sport guide un peu, ou en tout cas ta journée. Le sport est guide guidée, ma journée. Je sais que je mange, si je saute un repas, c'est pas grave. Je m'organise pour toujours manger 2 fois par jour. Les heures, ça m'est égal un peu, mais je mange 2 fois par jour. En fait, c'est ça aussi peut-être le mindset un peu à l'américaine, c'est qu'il n'y a pas forcément d'horaire ou de journée type. C'est en fonction de ce que tu as à faire et de ce que tu as besoin comme temps. Bah, Alors que nous, on est les gens vachement restent assez calés, libres, c'est ça. Nous, on est Mm. vachement calés midi. Enfin, Oui. en général, France, c'est très midi, 17, Ouais. 8 heures, machin. Mm. Et en fait, toi, tu adaptes. Bah, ils avaient aussi cet état d'esprit à faire 9h-17h à un moment, mais ça a changé un peu plus tôt que chez nous. Dans les années 2000, je pense. Et du coup, c'est quoi à peu près tes horaires, une journée pour toi? C'est de quelle heure à quelle Une heure? journée type. Ouais. Je dirais ça commence entre 8h et 9h et ça se finit entre 23h et minuit. Ah oui. En termes de charge de travail, on va dire. Ok. Mais parce que je multiplie les activités aussi. Oui, bien sûr. Le jour où j'ai envie d'avoir plus de temps libre, ben, je me donne plus de temps libre. Et du coup, c'est quoi le secret pour garder cette cadence? Tu t'imposes, c'est la discipline, l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline et c'est justement, je pense que le fait de faire du sport, ça te permet en fait de rester en bonne santé et de garder cette cadence-là. Mais ça, c'est vrai que le sport, moi, depuis que j'en fais, parce qu'à la base, je fais pas du tout de sport, et on a commencé. Moi, j'ai commencé quand il y a peut-être 6 mois. 6 avec mois, Alex. ouais. Et même psychologiquement et tout ça, hier soir, j'étais assez sur les nerfs, tendu et tout ça, avec tout ce qu'on a à faire. Et en fin de compte, quand tu vas en sport, tu sors de la Tu salle, sécrètes t'es de bien. l'endorphine et Ouais, ouais. ouais, ça te fait vraiment du bien, ouais.
C'est vraiment un équilibre important et c'est un équilibre en fait que j'ai fait une erreur, je pense, en prépa. J'étais tombé de 5-6 entraînements par semaine à 1 entraînement par semaine. Et c'était trop brutal et du coup j'avais un déséquilibre et je m'en suis rendu compte à la fin de la prépa du coup, ce qui fait que j'étais peut-être moins performant en prépa, même si je pensais avoir plus de temps, mais c'était pas forcément du temps bien utilisé en fait. Mais donc quand tu dis voilà le sport, c'est quand même 5-6 séances par semaine, c'est pas rien, je suis à 5 séances par semaine, c'est ça. Donc oui, il faut y consacrer du temps. C'est clair. Mais pour moi, ça fait partie d'un équilibre. Si je n'ai pas cet équilibre, je sais que ça peut partir en vrille à côté autrement. Et je sais pas si on l'a dit, mais donc tu vas à la salle ou qu'est-ce que tu fais Je m'entraîne à la base pour faire du 400 mètres haies et de la course d'obstacles pour cette année. Donc plutôt en extérieur? Plutôt en extérieur, je fais des séances de piste, je nage un peu, je fais une séance de renfort ou de muscu par semaine à la salle. Beaucoup, vraiment axé endurance pour le coup. Axé plutôt, du coup, 400 mètres et 5 km ou course d'obstacles. Donc, tonique. Ouais, et ensuite, donc le reste de ta journée, c'est des rendez-vous, des appels, et tu es sur le terrain aussi, c'est ça qui des appels, je fais aussi de l'opérationnel, que ce soit pour Maison Curtos ou pour création de vidéos, pour la création de contenu. Et après, c'est de la partie stratégique, de la communication. Enfin, un entrepreneur, il fait de tout, donc je fais de tout. C'est ça aussi, moi, ce qui m'a plu quand je vois notamment, moi, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et que je suis Maison Curtos. J'ai mangé un des premiers, quand tu dis qu'il y avait le à emporter au tout début. Ouais. Je pense que ça, c'est là où moi, j'ai mangé l'un des premiers. Mais ce que je trouve aussi bien, c'est que sur les photos, on te voit. Derrière, tu prépares les curtos. Enfin, t'es vraiment, tu mets la main à la pâte, quoi. Alors que certains pourraient peut-être se dire, maintenant j'ai 2-3 personnes avec moi, je mets plus la main dans le cambouis, quoi. Toi, tu y vas. En lançant Maison Curtos, j'ai toujours eu l'objectif, au bout de 6 mois, je ne dois plus faire de curtos. Dans le sens où je ne dois plus être primordial à l'entreprise pour faire des curtos. C'est plus mon travail. Du coup, au bout de 6 mois, j'avais tous les employés qui pouvaient faire des curtos. J'avais plus besoin d'être là. Là, maintenant, quand je vais sur le terrain, c'est parfois, comme au salon du chocolat, il y a tous les pâtissiers qui sont là, donc il faut se montrer parce que c'est important. Pareil, sur les marchés de Noël, là, je serai présent parce qu'il faut être... c'est un gros événement, il faut montrer sa tête, il faut montrer la figure de l'entreprise. Et ça fait partie de notre image de marque aussi. On est une marque très humaine et très proche des gens, donc il faut montrer sa tête. On n'a pas parlé des réseaux, de TikTok et Instagram. J'ai entendu des chiffres. Moi, j'avais peut-être une question avant. Comment tu automatises, comment tu optimises le process pour les gens qui vont après intégrer l'entreprise et qui vont devoir produire des curtos? C'est-à-dire, comment tu mets en place tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des documents? Concrètement, comment j'ai automatisé ça? À la base, déjà, tout notre process de vente, il est réparti en 4 tâches. Le roulage sur le cylindre, la cuisson, la garniture et le service client. Chacun peut tout faire jusqu'à un certain volume de 25-30 curtos par heure, on va dire. Donc c'est servir 15-20 clients de l'heure à peu près. Si on dépasse ce nombre-là, il faut 2 personnes, etc. Sachant que si on est 2, ça répartit du coup garniture et service, ça fait une personne, roulage sur le cylindre et cuisson, une deuxième personne, et après on répartit au fur et à mesure. Et du coup, nous, quand on a quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, on présente ça déjà, on lui envoie des fiches qui se détaillent rapidement ce qu'on fait. Je crois que ça dure, il y a quand même 5-6 pages, et des vidéos en plus. Et du coup, quand la personne va venir faire la formation de base pour apprendre à les faire, elle aura déjà dans sa tête des petits rappels de ce qu'il faut faire. Et du coup, elle saura les faire beaucoup plus facilement. Et comme ça, en fait, on a gagné un temps fou. Et du coup, avant d'enchaîner sur la question de Mehdi, moi, je me demandais juste, est-ce que toute l'expertise que tu as, le fait de... Voilà, tu as mis en place des process, tout a l'air extrêmement bien pensé, etc. C'est grâce à la formation que tu as eue tout au long de ta vie, donc l'école de commerce, ou c'est en plus ce que tu as appris à côté, ou vraiment cette école de commerce t'a permis de faire et d'être là où tu es aujourd'hui? C'est un cumul des deux. C'est forcément tout ce qu'on a appris dans notre vie qui va nous amener à où on en est aujourd'hui. Et donc, il y a une partie de ce que j'ai appris en école de commerce où tu apprends quand même à avoir un esprit structuré, à avoir des bases, à écrire des documents de synthèse, etc. Ça, c'est plutôt la prépa, en fait. On a été assez avoir un esprit synthétique et réussir à résumer des documents de manière assez claire. Après, en école de commerce, c'est plus des bases commerciales. Et après, tout ce qui est expérience en entreprise, comment tu peux appliquer ce que tu as appris et après le répliquer dans ton entreprise à toi. J'avais toujours eu des fonctions assez analytiques, que ce soit en fonds d'investissement,
on analysait des dossiers d'entreprise. Du coup, tu avais un amas d'informations que tu devais résumer de manière très synthétique pour le présenter au directeur d'investissement, pour leur dire tu veux investir ou pas. Et pareil, après, chez Delivery Hero, j'avais travaillé en fait sur l'entité allemande se faisait racheter par l'entité par Takeaway, qui était une entreprise néerlandaise. Et du coup, pareil, il fallait synthétiser des documents, faire des résumés pour montrer pourquoi c'était attractif, pourquoi il fallait plutôt prendre les process de cette équipe plutôt que les process d'une autre équipe. Du coup, j'ai fait ça pendant beaucoup de temps, pendant mes stages. Et après, le faire pour mon entreprise, ça me semblait logique parce que j'ai vu les intérêts que ça avait dans d'autres entreprises. Ok. Et tu continues à te former un peu tout au long de ta vie? Tu restes en formation ou tu penses avoir acquis suffisamment de compétences Pas du tout, je reste en formation directement par ce que j'apprends sur le terrain. Quand on est entrepreneur, quand on veut faire une nouvelle chose, si on ne sait pas la faire, soit on apprend à la faire, soit on demande de l'aide à quelqu'un, soit on la fait faire à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'aime bien la première option où j'apprends déjà, où j'essaie de la faire par moi-même. Ça peut être n'importe quoi. Chez Maison Curtos, je sais entre guillemets tout faire. J'ai quasiment tout fait. Les gens disent « Ah tiens, le site, il est joli. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah tiens, les photos, elles sont jolies. Oui, c'est moi qui les ai faites. » Ok. Mais aujourd'hui, si on a besoin de déléguer, on pourrait déléguer, mais ce n'est pas forcément l'objectif non plus. Parce que si jamais on a une agence de communication. Clin d'œil. Parce que c'est vrai que tu as lancé l'émission, mais on ne s'est même pas présenté. Oui. Alors ouais, mais après, donc je toi, me tu n'as présente pas plus, besoin moi. parce que tout le monde te connaît. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Non, mais c'est ce qu'il dit. À chaque émission, je le disais. Du coup, OneCom, nous sommes une agence de communication. Communication est un gros mot parce qu'on est plus spécialisé en photographie et vidéo, donc en création de contenu. Et voilà, Mehdi a créé OneCom il y a maintenant combien de temps? 3 ans? Non, 2 ans. Et j'ai rejoint l'aventure il y a environ 1 an. Okay. Voilà, donc on est les 2 photographes vidéastes. Et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Tu vois d'autres choses Et du coup, Capucine nous assiste dans tout ce qui est community management. Donc rédaction des posts, de nos posts, des posts des clients aussi. Elle gère la publication sur les réseaux pour tout ce qui est, comment on peut dire, fenêtre de publication. Elle est en train de se foutre de ta gueule. Ouais, c'est vrai, mais je ne sais pas définir le métier bien de community manager. Oui, non, mais c'est très bien. Elle a qu'à le faire. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Non, après, voilà, on a échangé, on s'est rencontrés. Il manquait, entre guillemets, une touche féminine et une plume, même si voilà, ils se débrouillent très bien quand ils font la rédaction de script ou autre pour les clients. Mais voilà, il manquait cette touche-là. Je les ai rejoints. On a des clients en commun. On en a d'autres chacun de notre côté. Et on essaye toujours voilà, si je peux les intégrer, ils m'intègrent aussi, etc. Donc voilà. Et on a aussi cette chose en commun, c'est d'être de Mulhouse, d'avoir toujours grandi ici, d'avoir toujours été ici. Et comment je peux dire cette qualité-là qu'il a, c'est d'aider et de savoir d'où on vient, en fait, d'où on est parti, ce qu'il a et lui aussi, même si son histoire a... Non mais oui, toi aussi, même si l'histoire de Mehdi a été plus... je ne sais pas si tu as pu... Il y a eu des articles dans les journaux, etc. Enfin voilà, ça a été un peu plus médiatisé que... Alors il a fait de la prison. Il a déjà un truc de fou. Mais non, mais c'est vrai. On mettra l'incrustation, l'article, pour que les gens... Il y a des articles après. Si on le trouve, ouais. Non, mais ouais, voilà, pour dire qu'on a cette chose en commun et puis qu'on a envie aussi à notre échelle. Donc effectivement, on est moins, comment dire, hyper actif que toi. Mais on a aussi envie de lancer des nouvelles choses, de créer des nouvelles choses comme Swipe et de sortir un peu des sentiers battus et de sortir un peu du lot, quoi. Ouais, voilà. C'était surtout aussi, Swipe, c'était aussi de créer un truc tous les 3 et de mettre aussi en avant des personnes qui viennent d'ici, des personnes ou même d'ailleurs, mais quand même principalement qui viennent d'ici. Inspirantes. Et qui arrivent à créer des choses intéressantes. Ouais. Et ça, t'es le profil parfait pour. Mais je pense que vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le média ou la création d'un média reste la chose la plus importante. Et je pense que dans la décennie 2020 jusqu'à 2030, ça va être le point d'ancrage de toute société. Toute société arrivera à un moment à générer un média en propre, sinon il n'aura pas assez de visibilité, en fait. Ouais. C'est aussi donner une certaine motivation aux gens qui peuvent nous écouter, des jeunes. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, je sais même pas ton parcours, mais je veux dire, pour Mehdi et moi, on n'a pas fait de formation dans la photo vidéo,
Et montrer aussi d'une certaine manière qu'on peut faire des choses, que c'est possible, et enfin voilà, donner cette étincelle peut-être. Aujourd'hui, on a la chance avec Internet de Oui, surtout. pouvoir apprendre. Surtout. Moi, je dis toujours que Internet, c'est la meilleure école. Ouais. C'est ça. Tu peux tout trouver. Tu as envie de savoir, d'apprendre à cuisiner, ben tu peux. C'est la meilleure école, moi, à mes yeux. Hein. Donc, certes, ce ne sera pas structuré aussi bien que dans une école, mais Exactement. si tu arrives à t'en servir correctement, tu t'en sors. C'est ça. Et la motivation. Alors, oui, après, la niaque, il faut l'avoir. Et du coup, ça permet de rebondir parce que c'est un peu ce que tu as lancé, ou en tout cas ce que tu lances sur TikTok. C'est, dis-nous un peu plus, Alors, tu expliques comment... Les origines à la base, c'est aussi partie de Maison Curtos, du coup ça peut faire une transition très fluide. On voulait recruter justement des franchisés à la base ou des indépendants, des gens qui veulent devenir indépendants mais qui n'osent pas se lancer, qui ont besoin d'être accompagnés. Du coup, nous, on voulait les recruter via TikTok et Instagram, principalement TikTok, pour leur montrer qu'on avait les outils pour les accompagner. Donc on voulait publier un peu du contenu sur les coulisses de Maison Curtos, comment on fait ci, comment on fait ça, en dévoilant un peu des petites stratégies, des petites astuces. Sauf que ça n'a pas du tout marché. Ah. Du coup, on a abandonné, on a passé 2-3 mois à publier des vidéos, ça ne marchait pas. Mais personnellement, j'aime bien les challenges, je me suis dit, j'aimerais bien quand même craquer l'algo TikTok parce qu'il n'a pas l'air facile et les gens ne réussissent pas forcément. Mais du coup, on va essayer. Et j'ai lancé en fait 5-6 chaînes différentes, à chaque fois avec une thématique différente, en me disant je vais essayer de craquer l'algo justement. Il y avait une chaîne, c'était sur les pires souvenirs de clients. L'autre, c'était aussi les clients, comment ils réagissent avec toi. L'autre, c'était sur l'entrepreneuriat, mais les coulisses de Maison Curtos, en montrant ma tête et mon histoire derrière. Ça n'a pas marché. Derrière, il y avait du coup Basilou, qui était une chaîne sur l'entrepreneuriat de base. Et elle a donné des conseils, des astuces, mais de manière concrète, parce que ce n'était pas encore présent sur TikTok. Et la 5e, c'était peut-être des astuces, mais de la vie quotidienne, ça n'a pas marché non plus. Okay. Celle qui avait vraiment prise, en fait, c'est celle qui était un peu plus recherchée, où quand j'avais fait ma veille concurrentielle sur TikTok, je m'étais rendu compte, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais ça reste assez en surface. C'est parfois plus du contenu inspirationnel, mais il n'y a pas de choses concrètes pour les gens qui veulent se lancer. Donc je me suis dit, je vais lancer quelque chose pour donner des astuces concrètes aux indépendants ou aux entrepreneurs qui sont en train de se lancer. Okay. Et ça a pris direct. Et du coup, tu as plus de 100 000 followers. C'est ça. TikTok, on est à 118 et Insta, on est quasiment à 40 000. C'est beau. Franchement, grave. Mais ça doit être un taf de malade. Oui, puisqu'on ajoute ça à tout ce qu'on vient de dire en fait. Ça, j'ai lancé du coup, on va dire en octobre-novembre 2021. Ça fait un an à peu près. En un an, ça a pris une belle croissance. Bien sûr. Et le pouvoir de cette croissance, c'est assez incroyable. Ça t'ouvre des portes, tu as accès à des personnes, c'est assez incroyable, des événements. T'as vu qu'il y avait la nouvelle monétisation maintenant là sur TikTok avec les vidéos dépassant 1 minute. Moi, ça m'arrange parce que j'essaie à chaque fois de faire des vidéos de moins d'1 minute avant et de parler super vite. J'ai essayé de faire 58 secondes, 59 secondes. Je devais couper des infos parce que sinon ça passait pas. Maintenant, j'ai le temps. Donc est-ce que du coup, tu as déjà expérimenté cette monétisation ? Ouais. C'est cool. C'est ça, c'est concluant ou pas ? Oui, ça paye mieux. Après, en fait, depuis qu'ils ont mis la nouvelle monétisation, mes vidéos font moins de vues. Du coup, j'ai jamais explosé non plus un plafond. Ok, ouais. Mais c'est bon, ça dépend. Après, est-ce que tu préfères justement avoir peut-être un peu de sous qui rentre ou peut-être plus de vues, ça dépend quoi. Après oui, moi je m'en fous entre guillemets un peu de ce fonds pour créateurs. Je suis plus sur si ma vidéo elle fait 40 secondes, elle fait 40 secondes quoi. Si j'ai rien à dire de plus, tant pis. Ouais, bien sûr. Si tu vas pas aller chercher exprès. Non, pas du tout. Ok. Même parfois, j'avais eu au montage une vidéo qui fait 59 secondes, je fais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais justement, j'ai vu que les quelques dernières vidéos avaient fait moins de vues. C'est vraiment, tu penses, lié à ça ? Je sais pas du tout, mais ça correspondait à la même période où ça a été mis en place. T'avais fait une pause entre ou pas ? Pas du tout. Non. Je suis toujours à une tu as vidéo rien par changé. jour, en gros, j'ai rien changé. Une vidéo par jour ? Oui. Dis-moi, en fait, c'est ça, tu les fais quand ? Tu vois, tu l'as fait Alors, le jour même. Au début, je faisais le jour même. Ok. Et du coup, j'ai me réservé un créneau, c'était compliqué. Ouais. Et maintenant, je travaille par batch. Donc, j'en fais entre 5 et 10 là en même temps. Ok, du coup, tu bloques, admettons, une journée, tu fais tes 10 vidéos et moi, après. C'est même pas le temps, c'est trouver le sujet à chaque fois. Sachant trouver le sujet, avec le temps, ça va parce que les gens posent des questions. Ouais, ils posent dans les commentaires et tout ça. En fait, c'est au début que c'est dur. D'accord. Ouais. Mais après, là, maintenant, une vidéo se décompose en 3 parties. Premièrement, la recherche du sujet et de l'information, on va dire une demi-heure. Deuxièmement, shooter la vidéo, on va dire une demi-heure.
Et troisièmement, monter la vidéo et la publier, une demi-heure. Quelque chose qui nous intéresse un peu plus, nous, de notre côté. Quand tu dis shooter, tu filmes quoi avec ton téléphone? Le Avec mon montage, téléphone, tu le fais aussi iPhone 13 Pro, et je monte sur TikTok directement au CapCut. Ok, du coup, c'est intéressant pour les personnes qui regardent tes vidéos, et ben peut-être qu'ils vont avoir des réponses, tu vois. Après, sincèrement, j'ai pas trop vu ce que tu fais sur TikTok, mais j'irai voir et pour voir en fait ce qu'on peut faire. Ça t'intéresserait, jeter un œil. J'aimerais C'est bien passer intéressant. après une caméra aussi, mais pour le moment, c'est pas primordial en fait. Bien sûr. La qualité ne va pas changer la visibilité de l'algo. Ça, c'est vrai. Exactement. Mais en fait, nous, ça, on l'a. C'est notre je crois problème, que sur chaque épisode, on a parlé de ce truc. En fait, on pourrait envoyer, avoir un rendement intéressant. Mais vu que justement on est dans la vidéo, dans la photo, on est trop attaché à cette qualité, donc on va toujours se casser la tête avec la lumière, si ça, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un rendement où on envoie une vidéo par jour parce qu'on fait un TikTok ou un réel, ça nous prend déjà une demi-journée. Et c'est ça. Et puis ce qu'on a vu et ce qui nous a beaucoup frustré aussi, c'est qu'on fait des vidéos qualitatives qui marchent pas, et quand on fait un truc vite fait avec un téléphone où il jette une balle dans le trou du diffuseur là-bas, et ça marche. En fait, c'est un peu frustrant aussi pour nous. Du coup, on se dit, autant pas en faire, quoi. J'ai le même sujet parce que parfois, des vidéos, je passe vraiment beaucoup de temps à chercher l'info ou quoi. Elles font 1000 ou 2000 vues, je fais, putain, c'est super intéressant. Ouais, bien sûr, Je suis vraiment... Et tu vas dire une connerie, ça fonctionne de ouf, tu vois. Ouais, je fais une vidéo vite fait parce que j'ai pas le temps le soir. Allez, 100 000. Et du coup, c'est quoi ta vidéo la plus vue? Elle a fait combien? 1,2 million. C'est sur la rentabilité des stations de lavage. Ah oui, je l'ai vu, elle est épinglée. Ça, c'est sur TikTok, et sur Insta, j'en ai plusieurs qui ont fait plus d'1 million, mais je ne saurais pas laquelle a fait le plus. Mais je pense que ça pourrait vachement t'intéresser parce que c'est des réponses, c'est des questions qu'on se pose souvent et du sur coup, tu les écris. l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est des réponses très courtes. Et en plus de ça, tu es drôle dans ta façon d'être, dans ta façon de parler et tout. Il y a eu un côté humoristique aussi qui est chouette. J'essaie de l'inclure légèrement, mais pas trop non plus pour rester sérieux. Oui, tout à fait. C'est des sujets hyper sérieux, quoi. Mais c'est chouette. Est-ce que les vidéos, tu les écris? Au début, je ne scriptais pas, et depuis quelques mois, je scripte. Ok, pas d'accord. Tout mot à mot. Ouais, mais on voit les mots-clés, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, là maintenant, je sais que sur Maison Curtos, entre le 15 novembre et le 31 décembre, je ne serai pas disponible parce qu'il y a les marchés de Noël. Du coup, je suis en train de tourner 45 vidéos. Donc j'ai dû trouver 45 sujets, 45 infos, 45 shootings. Là, il m'en reste une dizaine à shooter et une vingtaine à monter. Mais en fait, au max, j'ai réussi à shooter à la suite 17 vidéos. Après, j'étais mort. Physiquement et mentalement. Ça prend combien de temps par vidéo? En gros, en moyenne, 1h30. Avec la décomposition que j'avais avant. C'est ce qu'il a dit. C'est pas exactement une demi-heure, mais en gros, en moyenne, 1h30 par vidéo. Putain, il faut être motivé, quoi. Et tu vois, nous, on se plaint qu'on va faire un TikTok et tout. Et en plus, c'est vraiment aussi des infos qu'il ne peut pas inventer, quoi. C'est des trucs très techniques. Il faut que les infos soient assez justes, vérifiées, quoi, et que je raconte pas n'importe quoi. C'est clair. Et ce qui est aussi, je pense, qui te fait aussi plaisir et qui justifie aussi le temps que tu passes, c'est quand tu reçois des commentaires où les gens te disent grâce à toi, j'ai réussi à monter mon entreprise. Ça, c'est les commentaires les plus valorisants, que ce soit en commentaire ou en DM. J'en reçois, on va dire, en moyenne une par semaine. Donc, je dirais que j'ai aidé peut-être 50 personnes à lancer leur boîte sur la dernière année. Génial. Donc, c'est vraiment génial. Et oui, c'est les commentaires les plus valorisants quand tu vois que tu as réussi à aider des gens tout simplement en publiant une vidéo, quoi. Trop bien. Et du coup, là, maintenant, tout de suite, comme ça, à froid, si tu as 3 conseils à donner, si tu as 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi? Ce serait lesquels? En entrepreneuriat ou en entrepreneuriat. En entrepreneuriat. Moi, je disais que le premier conseil, c'est qu'il faut y aller, il faut oser, il faut arrêter de penser et de réfléchir. Ouais. C'est la première chose. La deuxième, c'est de trouver des clients rapidement, même si le produit n'est pas parfait. Oui, comment on les trouve, ces clients? Troisième conseil. Aujourd'hui, je pense quand même, si on a un business, même, je pense quasiment pour tout type de business, ça peut aller très vite avec les réseaux sociaux. En faisant des réels, alors? En faisant des TikTok, des réels ou autre, même sur LinkedIn. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses incroyables sur LinkedIn avec un post. Ouais, c'est vrai. Donc, selon l'activité, le réseau social, ça reste le moyen le plus rapide. Moi, en fait, par exemple, là, avec Maison Curtos, on aurait pu franchiser. Ça aurait pris au moins 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est pas encore officiel, on n'a pas signé le contrat, mais normalement, avec la chaîne Basilou, je dois couvrir le salon de la franchise à Paris l'année prochaine. Oui, parce que tu arrives, ta chaîne TikTok te permet aussi d'avoir des partenariats. Elle me permet d'avoir des partenariats et de générer du revenu en plus de... Ouais, c'est grave intéressant. Ah ouais, ok. Et du coup, là, en gros, moi, je vais aller au salon de la franchise après 1 an avoir lancé la chaîne. Trop bien. Alors qu'une entreprise dans la restauration, elle ne franchise jamais après 1 an. Ouais, bien sûr. Mais c'est cool parce que tu peux avoir des très bonnes rencontres et tout ça, du coup.
C'est C'est puissant tout les bénef. réseaux quand même aujourd'hui. Ouais, Surtout c'est que clair. Là, on se TikTok rend là, compte et à les quel réels, point ça c'est puissant, a quoi. amené une dimension encore autre. Ouais, il faut être motivé. Hein. C'est ça, il faut être Motivé. régulier et En fait, il faut être discipliné motivé, quand mais on même, se rend quoi. pas compte à quel point c'est Motivé, il faut y facile aller. aussi d'un certain côté En aujourd'hui. fait, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone. Par exemple, tu vois, on n'a pas C'est- besoin d'un logiciel très précis, Ouais. Non. parce qu'en fait, il le fait directement sur TikTok. Téléphone, il a pour tourner, et les infos, il y a Oui. Internet. Tu prends pas de risque. Il n'y a pas de risque financier, il n'y a pas Non. d'investissement, à part du temps. Selon ce qu'on va mettre en avant, il y a le risque de se mettre personnellement en avant et de se cramer personnellement. Genre moi, si je raconte n'importe quoi pendant quelques Oui, bien vidéos, sûr. S'il y a des... je Oui, me crame non seulement sur ma chaîne, mais aussi personnellement. tu perds ta Ouais. crédibilité, ouais. Je perds crédibilité partout. Ouais, Donc bien ça, sûr. c'est un risque à mesurer quand même. Bien Et sûr. après, l'autre risque, c'est tu peux avoir une ou deux vidéos qui fonctionnent, mais est-ce que tu vas arriver à répliquer ce concept par la suite? C'est ça. Ça, c'est pas forcément facile. Il y en a qui arrivent à faire un ou deux one-shot, et après, ça meurt parce qu'ils n'ont c'est pas clair. les créativités derrière ou la résilience pour continuer. Et du coup, donc, on avait aussi évoqué quand on s'est rencontrés pour la première fois, donc des écoles qui t'ont contacté aussi pour faire des partenariats sur TikTok. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme genre d'autres, sans citer de nom évidemment, mais de genre de partenariats, qu'est-ce que tu as d'autres? Les noms qui sont déjà sortis, j'ai eu la BPI France, j'ai eu Odoo, un ERP, j'ai eu Indeed, le site de recherche d'emploi, mon ancienne école, l'EDEC, mais eux, c'était du coup par une agence. Et j'ai des startups. J'ai eu Web My Day, j'ai Super Indep et j'en ai d'autres encore. Ok. Et ça reste à chaque fois en général des partenaires, surtout pour les startups, qui sont autour de l'entrepreneuriat, donc qui vont aider des entrepreneurs à se lancer. Par exemple, là j'ai Shine, c'est une banque pour les indépendants et entrepreneurs, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Il y a Super Indep, c'est un site qui permet d'automatiser sa déclaration URSSAF. Web My Day, ils ont une génial. formation pour les entrepreneurs et c'est une formation WordPress pour lancer son site. Et j'ai plein de partenaires comme ça. Et aujourd'hui, en fait, je reçois beaucoup de demandes de gens aussi du type consulting. Mais moi, faire du consulting, ça ne m'intéresse pas parce que c'est lié au temps et je ne veux pas vendre mon temps. Donc ça, qu'est-ce qu'ils attendent de toi quand ils te contactent? Par exemple, un business plan, parce qu'ils ont des Ok. questions sur la Ah ouais, structure d'accord. juridique. J'ai beaucoup de gens qui voulaient que je les accompagne sur leur comptabilité. Mais moi, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Mais derrière, j'essaie de trouver des partenaires de confiance à qui je peux redonner ces leads, en fait. Et donc là, j'ai un partenaire comptable du côté de Paris qui reprend normalement mes leads comptables s'il y a besoin. Du coup, on va introduire. C'est un petit débat. On parlait de Kurtos au kebab en off. La fusion food, donc cuisine fusion. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est à la fois une mode culinaire qui confronte plusieurs cuisines, plusieurs cultures ou techniques étrangères, les unes des autres. Pardon, je me suis embrouillé. Bref, en gros, c'est quand on mélange plusieurs cuisines de différentes cultures, de différentes. Enfin, vous avez compris. Ouais. J'ai pas bien introduit la chose. Je suis un piètre représentateur, mais Couscous, choucroute, quoi. voilà, c'est un peu l'idée. Bah oui, Dans ce qu'ils une même proposent, assiette ou du un même coup, plat. Le Curstos italien. Le Kurtos Flamme, par exemple, c'est un mélange de la culture alsacienne et de la tradition hongroise, quoi. Mais pour nous, c'est pas trop de la fusion food parce qu'on pousse pas le concept à l'extrême en mode mettre aussi de la crème fraîche, avoir une déclinaison après forestière et tout ça. Mais du coup, de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que pour vous, c'est pas dingue? Est-ce qu'il y a des limites à la fusion food? Pour moi, ça dépend vraiment de la manière dont le concept est pensé, en fait. Ouais. S'il y a un bon concept, une image de marque qui est bien travaillée derrière, ça peut marcher, mais c'est quand même assez risqué parce que les gens, ils s'identifient à des cuisines, par exemple. Viens, on va manger asiate ce soir, viens, on va manger italien, viens, on va manger ça. Et du coup, en mélangeant parfois, ça risque d'être plus compliqué. Donc, je pense même aux plateformes de livraison. Elles catégorisent les plats. Tout à fait, Et donc, c'est plus compliqué d'être catégorisé si on a une cuisine qui correspond à rien, entre guillemets. Même s'il y a deux types de cuisine. Par exemple, nous, chez Maison Kurtos, on n'était dans aucune catégorie. Parce que cuisine hongroise, ça n'existe pas. Pâtisserie, c'est pas trop une pâtisserie. Brunch, pas trop. Dessert, pas trop. C'était Gad Elmaleh qui disait The Japanese kebab. Voilà. Mais du coup, faire ça, c'est un peu risqué dans plusieurs optiques, quoi. Ouais. Donc, à moins d'avoir vraiment un concept fort, c'est compliqué, je pense. Ouais, je cherche si ça existe dans le coin. Dans le coin? J'en connais très très peu, voire pas. Il y en a aucun qui me vient en tête qui a fonctionné, en fait. Pourtant, c'est connu. Mais...
Comme ça, tout de suite. Moi, j'en connais C'est pas vrai du qu'on tout. confond. Franchement, c'est pas un truc. Ou alors c'est subtil, c'est retravaillé. Là, ça reste subtil, c'est plutôt un mélange. Oui, c'est ça, c'est plutôt une reprise d'une recette. C'est pas une fusion, c'est plus. Oui, c'est subtil. On a pris des ingrédients, ouais. Voilà. Parce que du coup, dans la flamme, il y a quoi comme ingrédient? Dans la pâte, il y a lardon, oignon et mental. Donc et ça, après, c'est dans la pâte. Ça, c'est dans la pâte, c'est à l'extérieur. Et après, on sert avec une sauce pipe à la casse. Mais la sauce pipe à la casse, on la sert avec tous nos salés. Donc c'est pas trop. Ok. Et l'italien? Italienne, c'est une quartier, du coup, un curtos qu'on coupe en demi-lune, qu'on garnit à l'intérieur avec du bresaola et de la mozza. C'est ça qui est italien. Voilà, j'ai un exemple qui m'expose là sur Google. Il y a le sushi qui a été proie à la fusion food. Donc notamment les sushis California, Philadelphia, tous les sushis, on va intégrer du fromage, un peu à l'américaine. Je sais pas si vous voyez ce genre de sushi avec des oignons frits dessus, ce genre de choses. Parce qu'à la base, Ça, c'est un peu de la fusion c'est pas du food. tout ce principe, les sushis, c'est clair. En fait, de ce que j'ai vu sur ces concepts-là, c'est que les gens testent une fois, mais après ils reviennent pas parce qu'ils préfèrent manger le sushi classique ou les produits classiques. En fait, c'est surtout l'expérience, je pense. C'est ça. Tu fais l'expérience et Mais après, tu reviens pas, fidélises pas en fait avec ce type de concept où c'est compliqué. Quoi. Ça dénature peut-être un peu trop le produit d'origine. Bon, il y a des sushis effectivement qu'on trouve ici, qu'on retrouve pas en Asie. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. Et alors aux États-Unis, j'en parle même pas des expériences qu'ils ont pu faire sur les sushis. Mais là, sur l'italienne, c'est quand même. Ça match bien puisqu'il est à la carte, mais ça, c'est quand même, je pense, assez. Le goût doit être spécial, non? Ce mélange. Nous, on aime bien parce qu'il y a un jeu de goûter. texture et de mélange qui est intéressant. Et on voulait aussi travailler. Enfin, le bresaola, c'est quand même une charcuterie de qualité, on va dire. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que ça correspondait à l'image de marque qu'on avait. Oui, Maintenant, c'était une image de marque, on va dire un peu pas haut de gamme, enfin plus tirée vers le haut de gamme, on va dire quand même. Mais maintenant, on ne serait pas allé, ou c'était pas du tout notre objectif d'aller comme la blague qu'on a fait avant, curtos kebab. Parce qu'en fait, le curtos aurait été réduit à du pain. Et nous, on n'a jamais voulu que le curtos soit réduit à du pain. Que ce soit en mode kebab, sandwich ou autre. C'est pour ça qu'on n'est jamais allé dans ces directions-là, à trop le remplir ou à trop le bourrer. Quelle déclinaison il pourrait y avoir encore faudrait sortir un curtos inédit pour la fin de la un curtos mexicain, comme un burrito un peu. Ouais, mais justement, après, du coup, on perd le concept, ça devient un pain. Oui, et nous, on voulait pas trop que ça rentre dans le concept du pain, en fait. Ouais. Là, j'ai encore un exemple sympathique entre cuisine française traditionnelle et africaine, la blanquette de veau au lait de coco. Mais c'est encore ça, parce que c'est une sauce, non? Oui. Ouais. Donc, c'est notre sauce, je trouve. Les spaghettis Tex-Mex. Ouais. Le taco pizza. Enfin bref, il y a plein de... C'est vrai que là, ça y est, on l'a lancé. Ça y est, mais c'est assez drôle. Non, mais moi j'ai déjà mangé aussi un hot dog mexicain. Donc avec effectivement... Chili con carne, non, un truc comme ça. Ouais. Et les petites chips, les nachos, etc. pour tremper dedans. Donc oui, mais ça on n'est pas sur la fusion food, on est vraiment sur une association en fait de saveurs qui matchent bien. Je pense qu'il y a parfois des trucs un peu... ça doit pas être terrible. Oui. Mais en tout cas, moi je suis pour un peu ce mélange fin. Ce métissage. Cette association un peu de culture aussi, ça reste ça aussi. Hein. Je pense que si tu n'étais pas en Alsace, tu n'aurais peut-être pas eu l'idée ou l'envie de faire un curtos flamme. C'est plutôt aussi l'association des cultures, etc. Ça, je trouve ça super intéressant. Et après, plus poussé, effectivement, je sais pas après, il y a le mélange pur et dur et se servir de ces expériences et des techniques ouais, tout à fait. qu'on a apprises pour et l'histoire quelque chose. derrière encore que tu as pu faire par rapport à celui-là. Quoi. Super. Et du coup, je vais enchaîner sur le petit quiz. Donc, vous avez le buzzer au milieu. Waouh, c'est bon. Là, ça va partir. Là. Donc, je me retire du jeu vu que je vais poser les questions. J'ai les réponses, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare, tu vois, les challengers. Alors, je vais juste vous poser trois questions. Tu peux pas tricher un peu. Trois questions. 3 questions, 4 propositions. Dans ces 4 propositions, l'une est vraie. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. C'est un buzzer, voilà. Est-ce qu'on peut buzzer directement ou il faut attendre que tu aies fini? Je pose la question, j'énonce les propositions et après tu buzzes si tu penses avoir la bonne réponse. Ok, alors, première question. C'est vrai. Lequel de ces articles sera interdit au marché de Noël de Strasbourg en 2023? La raclette, réponse 1. Les marrons chauds, réponse 2. Les crèches, réponse 3. Et la 4e, les bougies de plus de 20 cm
de hauteur. Je me rappelle plus. Laquelle est la 2023, bonne? c'est l'année prochaine du coup. C'est pas cette année. C'est pas cette année. Tout le monde pensait que c'était cette année. Oui, c'est ça. Tu Mais- peux répéter? La raclette, les Pas- marrons chauds, les crèches, les bougies de plus de 20 cm. Je crois que c'est les crèches. Une idée? Est-ce que c'est. En fait, avant, quand j'étais en train de bosser, j'ai entendu le mot crèche. Ah. Est-ce que. Je crois qu'ils étaient en train de préparer le truc, du coup, je crois Ok. que. Parce que raclette, c'est trop obvious parce que c'est cette année. Hum. Les bougies, pourquoi 20 cm? Et après, il y a les marrons chauds, je pense que ça passe encore. Mais... Toi, tu sais? Oui, moi je sais. Ah, mais en fait, on joue que tous les deux? Ben oui, sur celle-là. Sur oui. celle-là, elle Ok. sait. Parce que, Sur celle-là, je suis au le courant, sujet, ouais. oui. Mais du coup, en fait, c'est vraiment. Là, il y a eu les nouvelles conditions de ce qui est interdit à Strasbourg Qui ou a pas. Et c'est choqué, à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a eu. Est-ce que ce sera en 2022, déjà cette année? Ok. Parce que ça a été voté entre guillemets récemment. Ou est-ce que c'est qu'en 2023? Ça, ils ne le savaient pas encore Alors, vraiment. oui. Du coup, c'est la réponse. Donc, c'est pas les crèches, c'est la Ah, c'est raclette. quand même la hein. raclette. Ah, ok. Je peut-être une correction, je sais plus. Tartiflette plutôt que raclette, je crois. Je crois que c'est un peu. C'est les deux. C'est je crois. raclette et Raclette et tartiflette. tartiflette, ouais. Ouais. Parce que Tu te rends compte je pensais qu'ils avaient déjà interdit maintenant, mais j'avais pas l'info comme quoi. Mais pourquoi? Ouais, non, c'est dans Ok. les prochains qui arrivent et je sais pas si ça passera finalement en 2022 par rapport Ok, au d'accord. timing. Et pourquoi? Ben. Il y avait aussi un souhait, je crois, de filtrer tout ce qui est produit un peu en Chine, tous les produits qui sont pas artisanaux, entre guillemets. Je crois En qu'il y avait tout cas, aussi que ce ce soit souhait. vraiment du terroir. Pas par rapport à la nourriture, par rapport au reste, hein, mais la raclette De ou toute la façon. tartiflette, je sais pas. Vous allez me détester, mais de toute façon, j'aime pas, du coup. Mais du coup, j'ai entendu que la minstiflette, par contre, C'est vrai. sera présente. Parce qu'ils ont du minster, mais après, on va dire le fromage de raclette peut quand même être affiné Tout par à un fait. fromager C'est alsacien. ça Tout à qui fait. est incompréhensible, quoi. hein. C'est ça qui les gens n'ont pas compris, ouais. Donc voilà, donc c'était bien la raclette. Ok. Deuxième question. Là, le Capucine, tu es. Ouais, je peux jouer Non, aussi. tu regardes pas le Notion. Quel est le biscuit le plus vendu au monde? Réponse 1, les Oreos. Réponse 2, le Kinder Surprise. Réponse 3, les Twinkies. Si vous savez pas ce que c'est la brioche, une brioche qui était beaucoup popularisée Ah, j'aime. dans les films, dans certains films américains. C'est presque une icône aux États-Unis aujourd'hui, le Twinkie. Brioche fourrée, enfin voilà. Et Kinder Surprise et Kinder Bueno. On a donc Oreo, Kinder Surprise, les Twinkies ou les Kinder Bueno. Ok. Quel est le plus vendu au monde? Est-ce qu'on prend en compte le nombre de biscuits qu'il y a dans le paquet? Parce que Kinder, c'est il y en a juste. 2. Le plus, Mais Le nombre de Oreo, paquets, il y en je a suis pas sûre beaucoup. Qu'il y ait C'est pas l'information. 10. Ouais. Je dirais Et le moi, nombre je de dirais paquets. plus Oreo. populaire. Moi, je dis Oreo. Moi, j'aurais aussi dit ça, ouais. C'est une bonne réponse, Mehdi. Oui. Mm. Alors, Oreo est l'une des 12 marques milliardaires de Kraft Food. Oreo est le biscuit le plus vendu du 21e siècle avec plus de 2 milliards de dollars de recettes annuelles générées à l'échelle mondiale. 500 milliards d'exemplaires de ce cookie a été coulé à travers le monde. Et j'étais Pour le moment. récemment en Thaïlande et il y a des goûts Ah oui, dingues. en Asie, ils ont des goûts Ah pour les oui. biscuits, Mm. soit Kit Kat, Oreo ou autre. Oreo, Kit Kat, ouais, Ouais. exact. Ouais. Aux Ce- États-Unis, déjà, j'avais trouvé qu'il y avait Genre, des t'as goûts trouvé bien quoi comme goût? particuliers. Ben, alors, je sais plus le nom exact, c'est vert. Moi, ils avaient du Enfin, Kit Kat au matcha ou un truc Ouais, comme ça. donc il y avait matcha Ouais. et il y avait d'autres goûts un peu vraiment. Ouais, bizarre. mais C'est pas ouf. hein. Ouais, Kit Kat, je j'imagine. crois correspond que pas à j'avais notre déjà palais, goûté. mais- Ouais, c'est Ouais, ça en ouais. fait. C'est vraiment adapté. Mm. Kit Kat, j'avais déjà goûté aux États-Unis, mais là, j'ai pas osé goûter les Ben, Oreos. en Turquie, peut-être tu auras les Oreo kebab. Tout est kebab là-bas. Mais c'est fou parce que c'est notamment ces deux marques qui reviennent beaucoup. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres. Ouais. Pourtant, Oreo, j'ai pas la. Je sais pas, je peut-être pas trop en pas. France. Après, peut-être que nous, on consomme. Moi, je suis Parce que plus t'en consommes team pas Kinder, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais Oreo, c'est vrai que. Ouais, mais Oreo, Kraft Food, ils sont peut-être américains. Oui. Et c'est ça. Kinder, c'est Ferrero, c'est plus italien. Donc peut-être que l'influence n'est pas la même Ouais. sur Après, les il y a- différents marchés. ouais. En tout cas, asiatiques et américains. quoi. Mais t'as déjà goûté Deux. Oreo. Bien sûr, je Ouais. les ai Ouais, moi, déglingués quand j'étais Ah ouais, petit. c'est vrai Ah ouais, de ouf. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression que ça arrivait beaucoup plus tard, ou alors j'étais Oreo. endormi. Je suis d'accord aussi. Ouais, ouais, Mais si, si, je je me trouve souviens aussi, pas ouais. d'avoir Chez mangé nous, des ça Oreos arrive. petits. Non, moi non plus. Ah, mais les gars, on est jeunes aussi. Hein. Non, mais Faut même que- petit, je me souviens Moi, pas. pas Toi, Si, tu moi, dis- moi, j'ai le souvenir de Moi, petit, petit, non, j'en je suis d'accord. mangeais. J'ai pas l'impression qu'il y en avait beaucoup dans les Non. supermarchés ou dans mon Non, armoire. Non, non, c'est clair. Si, moi, j'ai le souvenir d'en Ou alors avoir le mangé. même style. Parce que de- ça me rappelle en fait quand j'enlevais, tu vois, le Oreo, tu t'enlèves et tout ça, j'ai le souvenir de ça et c'était génial dans ma Par contre, Kinder, oui. Kinder, oui, j'avais oui. déjà quand Ouais, j'étais ouais, petite. Ouais.
Et du coup, pour les Twinkies, vous connaissez pas les Non, Twinkies? pas du tout. Non, je veux bien que tu nous Ils sont montres passés dans- d'ailleurs. sur Alors, je vais vous montrer ce que c'est un Twinkie. Alors, c'est une relique aux États-Unis. Le Twinkie, franchement, il pourrait être dingue. sur le drapeau américain. Ah c'est ouais. le Truc orange là, non? Alors, En fait, il a surtout été popularisé le parce que le packaging. truc Ok, est ouais. tellement bourré d'additifs Mm, qu'en fait, il ne pourrit pas. Et notamment dans le film Zombieland, je sais pas si vous avez vu ce film où il y a une invasion Ah de non. zombies. Le but du héros du film est de retrouver un Twinkie. Ok, C'est donc son unique but. Et en fait, c'est l'apocalypse. Ça fait des années qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes sur Terre, et du moins que les Twinkies ne sont plus produits, et il retrouve un Twinkie. En fait, ça ressemble à ça. Ouais, ok. Hop là. Hop, désolé, j'ai tout foiré. Hop. Tac. Ah non, c'était pas du tout ça que j'avais entendu. Donc il y a une Ah, sorte de d'accord. crème dedans. Ça me dit rien Mais du je tout. crois que je les ai vus dans les pays d'Europe de l'Est. Il y avait Et des ouais, trucs qui ressemblaient, mais il y en a dans beaucoup de films. j'en ai jamais mangé aux États-Unis en tout cas. Ils mangeaient plus trop ça. Mm. Ouais, c'est En fait, démodé. l'entreprise Ouais, a je fait crois. faillite et là, ils Ah, ont ouais, voilà. relancé la production Ah. depuis quelques temps. Enfin, Tu sais que j'ai jamais entendu. t'as jamais Moi entendu non plus. Jamais Non. entendu, jamais vu. Purement comme ça, sous cette Vous forme. regarderez Zombieland. Ça marche. Et c'est super gras en tout cas. Ah, c'est Il y a des américain, petites quoi. boutiques où ils importent un peu des produits américains qui en vendent dans le Mm. coin. Je l'avais acheté par curiosité. Et bon, c'est bon, mais Il y en a une à tu Côte sens d'Ivoire, que je ton crois. corps. C'est Tu dur, sens que ça hein. te fait du mal. Ok, donc on va passer à la troisième question, les amis. Peut-être la plus compliquée. Ça va parler de pâtisserie encore, hein, on est dans le même thème. Quelle est la pâtisserie préférée des Français? Il n'y a pas des petits A, petits B, petits Si. C. Petit 1, le fraisier. Petit 2, le millefeuille. Petit 3, la tarte au citron. Petit 4, le baba au rhum. Toi, Le millefeuille. regardé notion. Non, non, le millefeuille. Ah, Non, ça c'est au bled ça. j'ai la tarte au citron. C'est une bonne réponse, ouais. La tarte au citron. J'allais dire aussi à tarte au citron. Alors, d'après un Purée, sondage c'est sur la particulier plateforme... quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça m'a étonné aussi. D'après un sondage sur la plateforme My Opinion Way, qui a eu lieu au Salon de la pâtisserie en 2018, sur 1001 personnes interrogées, la tarte au citron fait l'unanimité auprès de 16% des personnes interrogées. Ouais. Et qui rafle la première place du podium. Elle est suivie par la tarte aux fruits, 13%, le fraisier, 12%. Ah ouais, le fraisier. Ouais, Et le Et millefeuille, pas du tout. T'as pensé le millefeuille devant le fraisier quand même. Ok. donc la tarte au citron a gagné. Par contre, moi j'ai le souvenir en Algérie, des millefeuilles, c'était waouh. Ok. C'est le top du top. Ouais, ils vendaient que ça et je me rappelle, il y avait tout le temps ça chez moi là-bas au bled du coup. Faudrait que je regarde sur internet si c'est ça. Ouais, moi c'est. J'ai même, je crois, le petit graphique qu'on pourra intégrer sur ce. Il devient comme Thierry. Oui, oui, J'allais dire un truc, je peux pas. On a un client qui adore les graphiques. Ok. Du coup, il Alors, est joué je sur fais chaque un petit présentation. tableau. Vas-y Alex, on attend sur toi là. Mais oui, je voulais montrer, mais je l'intégrerai. Ouais, je voulais vous Merci. montrer. Merci. On va Ah voilà, s'arrêter. je l'ai là. Regardez. Oh putain. Ah, il a reçu. Regardez. Ah ouais, c'est bien la tarte au citron. Voilà. Bon, le flan, il arrive. Ah, il y en a. Ok, il y en a d'autres. Le Paris-Brest et... Ouais, le Paris-Brest, ça aurait pu aussi être C'est quoi une le tout option. dernier? Le Mont Blanc. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Mais si, Mais on si, devrait le Mont manger Blanc, du Mont Blanc c'est- plus souvent. C'est Non, dans mais la... Je pense non, pas mais que ce c'est soit des ça, trucs non. industriels, hein. Ouais. Oui, c'est ça que tu parles, non? Non, 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 pas. je pense Ouais, pas. c'est vrai que. Alors, C'est je une connais pas pâtisserie, non hein, plus. c'est pas un... pense Ah ouais, Ouais, c'est ouais, vrai, on ouais. est sur ce thème-là. Non, non, je pense pas. J'espère pas. Donc voilà, pour ces petites questions. Très bien. Bon, on arrive au bout de cette émission. Ah, c'était fini là? Ah, on Ouais. était dans le Trois jeu là. questions, ouais. Ouais. Et que 3 questions. T'es nul. On a fait court. Bon, bah en tout cas, c'était super. Non, je sais pas, il va en faire un autre. Non, encore une. Ouais, je commence à me réveiller là. Ah Ça ouais, y est, ouais. il Dès qu'il y a commence un à être chaud jeu, 2 ouais. heures après. Hein. Non, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, d'avoir c'était pris super. du temps. Merci à vous pour l'invitation et Dorian pour l'annonce. Et du coup, on peut te retrouver sur TikTok, sur Instagram. TikTok, Instagram et Basilou, bien Basilou, sur LinkedIn, Basil Bédélec si vous voulez. Ouais, me on contacter. mettra tout là. dans Est-ce la que tu as description. quand même un dernier message à faire passer à ta communauté, aux gens qui ne te connaissent pas, Ouais. aux gens qui veulent peut-être te contacter, qui ont envie de lancer leur entreprise Bah, surtout si vous avez une idée ou si vous voulez lancer votre boîte un jour, allez-y, essayez quoi. C'est le premier pas à faire. C'est un beau conseil. Essayez de pas trop y réfléchir trop longtemps.
Oui, c'est vrai, parce que sinon il y a quelqu'un qui va passer devant. Et du coup, il y a des dates peut-être prochainement où on peut te rencontrer Prochaine date, a priori, ce serait au Salon de la franchise en mars, à Paris. Et sinon, après, j'ai pas d'autres dates pour le moment d'événements publics ou autres. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être venu et merci pour ce bel échange. Et plein de réussites, surtout. C'est ça qu'on peut on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour l'émission sur les EHPAD. Ouais, allez, go. Franchement, avec plaisir. Allez, c'est parti. J'inviterai ma grand-mère. Alors, rendez-vous. Ouais. Et la mienne qui ne veut pas aller en EHPAD et qui peut-être voudra grâce à toi. Franchement, t'as raison. C'est compliqué d'aller là-bas. Bah oui. Mais je pense qu'il y a 95% des gens qui ne veulent pas y aller. Donc, mais on est dans une situation où le nombre de personnes âgées va dépasser le nombre de personnes actives. Du coup, ça va être compliqué de gérer, de garder à domicile. Enfin, voilà, c'est passionnant comme, un gros problème, comme sujet. Ouais, non, c'est clair. Un problème. On a hâte de voir tous les problèmes que tu auras relevés d'ici là. Et les solutions que tu auras trouvées. Surtout, des graphiques. Ouais. Du coup, Basile, merci beaucoup d'être venu dans cet épisode de Swipe. Merci à nos chers swipers qui nous suivent depuis tout ce temps d'émission, depuis ces années. Non, c'est pas vrai. Rendez-vous pour le prochain épisode de Swipe très bientôt. Nous, on va passer à la rubrique Swipe ou Match. Je peux conclure sur quoi? Je sais jamais comment conclure une émission. Bisous à tous les swipers. Merci beaucoup de nous suivre. Suivez Basile sur ses réseaux. Ciao. Salut. Bye bye.